Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus à cette première rencontre du semestre d'automne de l'atelier d'histoire critique. On est très content de revenir ici. Ça fait un an qu'on n'avait rien organisé. Notre dernière rencontre, elle date du 2 octobre 2020. On est le 25 septembre 2021 et on entame en fanfare avec Madame Armelle Mabon qui nous a fait l'honneur de venir de Lorient en se levant très tôt ce matin pour nous parler d'un sujet qui relève du scandale d'État et qui est encore, à mon sens, insuffisamment discuté dans la société française et y compris parmi la communauté des historiens. Donc, pour rappeler le principe, l'atelier d'histoire critique, généralement, on laisse la parole aux conférenciers 45 minutes, 1 heure, et après on garde 45 minutes d'échange avec le public pour les questions. Vous avez vu qu'on a fait un petit peu, on a investi dans un enregistreur audio, donc nos conférences seront disponibles sur une plateforme de podcast à déterminer. Et peut-être on croise les doigts en réécoute à la radio, puisqu'on est en train de discuter avec Pastel FM et avec peut-être aussi Micro Rebelle pour rediffuser nos conférences sur les radios régionales. Voilà, donc il fait beau, on n'a pas rempli la salle, mais on est quand même très très content d'être là. À titre personnel, que l'assaut ait survécu aux 10 mois de Covid, je trouve ça super. Et la conférence d'aujourd'hui, je pense, va justifier les efforts déployés pour maintenir ce genre de moment de rencontre. Donc merci beaucoup Armelle Mabon et je vous laisse la parole. Bon, bah, écoutez, c'est vrai que je me suis levée très tôt ce matin, mais je suis très contente d'être là. Voilà, en plus il fait très beau à Lille. Et alors je remercie beaucoup les ateliers d'histoire critique, parce que d'abord j'ai trouvé ça fort sympathique, cette invitation. Et puis pour moi c'est important parce que je me dis que plus les gens auront connaissance de la réalité et du massacre et du mensonge d'État par la suite, et mieux c'est. Donc, et puis merci pour l'accueil, parce que voilà, je savais qu'à Lille les gens étaient sympathiques, mais je le confirme. Voilà. Alors d'autant plus, alors je vais faire un petit aparté, mais dès lors qu'on parle de mensonges d'État, parfois les portes se ferment. Et ça fait peur, hein, y compris dans la communauté universitaire et d'historiens, comme s'il y a des choses qu'il ne fallait pas découvrir. Peut-être qu'effectivement, quand j'ai découvert avec mes fouilles d'archives que j'étais confrontée à un mensonge d'État, j'aurais peut-être mieux fait de me casser une jambe, mais je l'ai affronté et ça n'a pas été facile et c'est toujours pas facile, mais je suis foncièrement optimiste et je sais qu'on finira par faire dire. Moi, je peux dire, mais il faut faire dire aussi les autorités politiques, parce que maintenant, c'est plus tellement un travail d'historien, c'est maintenant une décision politique, un courage politique qui est attendu. Alors, ce que je vais faire là, pour présenter un petit peu, alors vous savez, ça fait à peu près 20 ans que je me suis posé des questions sur la véracité du récit qui nous était donné à voir à travers les archives. Donc, évidemment, je ne vais pas parler de tout ça cet après-midi. Donc, en fait, ce que je vais faire, je vais juste vous présenter qui étaient ces hommes qui se retrouvaient à Tiaroy, très brièvement. Et je vous ferai part juste de l'histoire officielle, le récit tel qu'on le trouve dans les archives. Et après, je vous montrerai un peu comment le mensonge d'État est venu à moi, à travers quelques illustrations de documents d'archives. Et puis après, je vous parlerai plus du combat juridique que je mène encore, que j'ai été obligé de mener pour que le ministère des Armées, puisqu'il s'agit bien de lui, dise vraiment ce qui s'est passé, sachant que ce qu'il faut absolument obtenir, c'est la fouille de fosses communes, la fouille de tombes d'un cimetière militaire de Tiaroy. Et avec ça, après, il faudra donc faire aboutir un procès en révision, puisque 34 hommes ont été condamnés en mars 1945 pour un crime qu'ils n'ont pas commis. C'est le crime de rébellion armée. Donc une fois qu'on aura, que tout ça sera fait, je pourrai me reposer. Mais ce n'est pas encore pour tout de suite. Donc je tiens à préciser qu'il a fallu que je domine ma colère. Je dois m'interdire d'être en colère, parce que la colère est des passages parfois. Donc je mesure le plus possible mes propos, même si parfois je
je ne vais pas prendre la Kalachnikov, mais parfois c'est particulièrement énervant et surtout que ça frise maintenant l'indécence par rapport à la mémoire de ces hommes. Et j'ai appris aussi à être très patiente parce que comme j'ai été obligée de saisir la justice jusqu'au Conseil d'État pour notamment avoir des archives secrètes, il a fallu que j'apprenne à être très très patiente. Donc voilà, ma première interrogation sur les documents qui me manquaient, les archives qui me manquaient, date de 2002. Donc ça va faire 20 ans. Donc pour la patience, oui, je sais ce que c'est. Mais bon, donc je vais essayer de vous... alors surtout, même si vous avez des questions à poser parce que vous ne comprenez pas forcément quelque chose, vous me dites parce que comme ça mes propos pourront s'éclaircir au fur et à mesure de ma présentation. Alors tout d'abord, qui étaient ces hommes qui étaient à Thiaroye? Il faut que je le précise. C'était tous des anciens prisonniers de guerre qui avaient été faits prisonniers par les Allemands pendant les combats de mai-juin 40. Certains ont transité par l'Allemagne, mais en fait, les Allemands, n'en voulant pas sur leur sol de peur de contamination raciale, de maladies tropicales, ils les ont tous ramenés en France, sur la zone occupée. Donc ils ont été internés dans ce qu'on appelle des Frontstalag. Alors, je fais juste une petite aparté parce que ça me donne l'occasion. Pour ceux qui ont vu le documentaire de Pascal Blanchard qui s'appelait je ne sais plus, Empire, ce qui a été diffusé sur France 2 l'année dernière, ou cette année, je ne sais plus. Alors, il dit que ces hommes avaient été... c'était des hommes qui avaient fait le débarquement de Provence. C'est une énorme erreur historique. Aucun n'avait fait le débarquement de Provence. C'était tous des anciens prisonniers de guerre. Alors, ces prisonniers de guerre donc, ont été libérés, enfin prisonniers de guerre, puis il y en a certains qui se sont évadés et avaient rejoint la résistance et la FFI. Mais en août 1944, quand la France a été libérée par les Américains, les FFI, ils ont rassemblé tous ces hommes pour être rapatriés au plus vite, au moins pour les tirailleurs sénégalais. Donc moi, je ne parlerai là que des tirailleurs sénégalais, sachant que j'ai fait une recherche sur tous les prisonniers de guerre de l'Empire, voilà, mais là, je vais me concentrer que sur les tirailleurs sénégalais, puisque Thiaroye ne concerne que. Sachant, on dit tirailleurs sénégalais, mais ils venaient aussi bien du Mali, enfin, ex-Soudan, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, etc. Donc, quand, à la fin de la guerre, donc, la direction des troupes coloniales a décidé de rapatrier ces hommes assez rapidement pour les tirailleurs sénégalais, pas pour les Nord-Africains, encore moins les Malgaches et les Indochinois, de les rapatrier au plus vite sur leur terre, enfin en Afrique. Donc ce contingent qui est arrivé à Thiaroye donc le 21 novembre 1944, eux ils ont été rassemblés à Morlaix. C'est à Morlaix qu'un bateau britannique, le Circassia, devait les embarquer. Donc ils ont quitté Morlaix le 5 novembre 1944, ils ont embarqué la veille. Et donc là je vous parle de l'histoire officielle, celle qu'on voit dans les archives consultables. Donc moi quand j'ai commencé à faire mes recherches sur Thiaroye, donc dans les archives, il est mentionné que ces hommes donc, sont arrivés le 21 novembre 1944 à Dakar, ont transité donc, à la caserne de Thiaroye, où ils devaient être démobilisés. Ils n'étaient pas démobilisés en France. Et en fait, il y a eu un mouvement de contestation. Alors, on ne parle pas dans les sources officielles qui réclamaient des soldes de captivité. Ils réclamaient soit le maintien de leur grade ou leur galon FFI ou... ils avaient des réclamations, mais que ces réclamations ont été considérées comme abusives et illégitimes. Et que le 28 novembre, un certain nombre devaient quitter la caserne de Thiaroye pour se rendre donc, au Soudan, que 500 de ces hommes ont refusé d'aller dans le train pour les rapatrier parce qu'ils réclamaient des choses donc, toujours illégitimes. Et c'est le 1er décembre, la veille du 1er décembre, que le général Dagnan, qui supervisait
pour le Sénégal, a décidé une opération de maintien de l'ordre prévue donc pour le 1er décembre 1944 au matin. Et d'après les archives, c'est-à-dire quand je parle des archives, ce sont les rapports des officiers qui étaient présents sur place. Dans les rapports des officiers, il est mentionné qu'ils étaient devenus des hommes menaçants, qu'ils ont tiré sur les officiers et que la répression sanglante était inévitable. À partir de là, comme il y a eu mutinerie et rébellion armée, donc ils ont pris les meneurs au nombre de 47, mais 34 ont été traduits devant la justice militaire, et donc ils ont condamné 34 hommes pour rébellion armée, désobéissance, etc. Donc jusqu'à 10 ans de prison, dégradation militaire, certains ont eu des amendes à payer, et pour les plus lourdement condamnés, interdiction de territoire. Donc on ne sait pas trop ce que c'était, mais interdiction de territoire. Le bilan officiel fait état de 35 morts et autant de blessés, 35 blessés. Bon, voilà, jusque-là, moi, pourquoi pas. Enfin, la chose qui me gênait beaucoup, c'est que je n'arrivais pas à trouver les circulaires officiels qui donnaient les droits de ces prisonniers de guerre par rapport à leurs revendications. Mais même si je ne trouvais pas les circulaires, j'ai quand même consulté un rapport qui est très très épais, c'était d'un administrateur colonial qui a été diligenté pour faire cette enquête après les événements de Tiaroy. Et là, j'ai pu avoir, il relate le libellé de certaines circulaires que moi je ne trouvais pas. Donc j'avais quand même une connaissance. Donc il était bien mentionné quand même dans ce rapport qu'ils avaient droit au paiement de ce qu'on appelle les soldes de captivité. Comme tous les prisonniers de guerre français, ils avaient droit à ces soldes de captivité. Mais c'est là que le rapport Mera, parce qu'il a interrogé que les officiers, cet administrateur Mera, il dit que ces revendications étaient illégitimes puisqu'ils avaient perçu l'intégralité de leurs soldes avant de quitter la France. Bon, voilà. Bon, je pouvais croire ça à peu près, pourquoi pas. Et en fait... En 2012, François Hollande, pour la première fois, quand il a fait son premier discours comme président de la République sur la terre africaine, il évoque Tiaroy, que personne ne connaît. Enfin, personne. Donc, moi, j'étais tétanisée. J'ai dit, mais pourquoi le président de la République parle de Tiaroy, quoi? C'était assez surprenant. Donc, à partir de 2012, j'ai repris intégralement la recherche. J'ai refouillé toutes les archives disponibles. Et là, par exemple, aux archives d'Aix-en-Provence, où il y a les archives nationales des Outre-mer, là, je pouvais prendre des photos, parce que quand j'ai fouillé ces archives en 2000, il fallait une dérogation et je n'avais pas le droit de prendre des photos. Donc là, j'ai pu comme ça, et je suis repartie à zéro. Et en 2014, alors je me suis fait aider aussi de Jean-Yves Le Drian, qui était ministre de la Défense à l'époque, puisque je suis lorientaise et nos parents étaient amis, et je peux dire que Jean-Yves Le Drian, jusqu'en 2012-2013, m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire qu'en fait, il a interrogé ses services, au service historique de la Défense, pour rechercher des archives, justement ces fameuses circulaires que je ne trouvais pas, et il a été au-delà de ma demande, puisqu'il a fait extraire 5 dossiers de victimes que j'aurais jamais pu trouver par moi-même, et on me les a photocopiés, et j'ai pu avoir ces 5 dossiers de victimes, dont celui de Mbam Sangor, que vous voyez en photo ici. Mais bon, moi j'ai essayé d'aller plus loin. Je me suis dit, mais où est-ce que je pourrais avoir des informations quand même plus... parce que j'ai fait des tableaux Excel sur ce que racontaient les officiers. Et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait des discours complètement incohérents entre tel officier, tel officier, tel officier. Donc ce que j'ai fait, j'avais un doute sur le nombre de rapatriés. Alors, c'est pas très clair, mais il faut savoir que à Morlaix, on dit qu'il y avait 2000, c'était 2000 à peu près, à devoir embarquer sur ce navire britannique. Et étrangement, tous les rapports, les lettres du gouverneur, de l'AOF, etc., on descend à un chiffre entre 1200 et 1300 à débarquer du navire. Bon, déjà, il y a une grande différence. Alors, je savais que 315 exactement avaient refusé de monter à bord du Circassia à Morlaix parce qu'ils n'avaient pas perçu ne serait-ce que le quart de solde auquel ils devaient prétendre. Donc, il y a 315 qu'il faut extraire, donc on arrive à 1600, 1700
normalement, qui devaient débarquer sur le navire. D'ailleurs, là, c'est parce que j'ai été fouiller les archives à Londres, les archives du navire, j'ai vu le carnet de bord, etc. Et là, je suis tombée effectivement sur un télégramme qui disait qu'ils allaient bien chercher 2000 prisonniers de guerre à Morlaix. Alors, les archives de Londres, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont neutres. Elles n'ont pas été trafiquées, rien. Voilà. Donc, mais jusqu'en 2013, j'ai été trompée, vraiment, par rapport à ce nombre de rapatriés, par ce document qui est qu'on appelle renseignement, que j'ai trouvé aux archives nationales du Sénégal. Parce que dans ce document, bon, c'est pas clair, alors je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Ils disent que 400 de ces hommes ont refusé de monter à l'escale de Casablanca. Donc, moi, là, ça allait. Jusque 2000, moins 300, moins 400, je tombais donc bien sur les 1200, 1300 qui débarquaient du navire. Et comme j'ai consulté les archives du procès, aux archives militaires qui se trouvent dans une caserne du côté de Au-Blanc, c'est à côté de Poitiers, autant que je me souvienne, je tombe sur... ah ouais, mais je ne peux pas avoir mes... Ben, c'est pas grave, parce que je n'ai pas les PDF qui s'affichent. Bon, ben, c'est pas grave, je connais ça par cœur, donc je tombe sur un rapport d'un officier qui était ce qu'on appelle un cadre de conduite. C'est-à-dire que cet officier-là était dans le bateau avec les prisonniers de guerre, les ex-prisonniers de guerre, donc sur le navire du Circassien. Et là, quand je lis le rapport, je dis mais il y a un problème parce que cet officier dit que tout s'est bien passé à l'escale de Casablanca. Et j'ai vu un autre, ce qu'on appelle un procès verbal d'information d'un sous-officier sénégalais qui dit « Oh, bah, à Casablanca, on a eu un petit problème, c'est avec les couvertures. » Donc, si 400 hommes avaient refusé de monter sur le navire à l'escale de Casablanca, cela aurait été noté clairement. Voilà. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, il y a un problème, c'est qu'il y a 400 hommes qui ont disparu des comptes. Et que, du coup, là, j'ai commencé à mettre en doute le chiffre, le nombre, le bilan des victimes. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas 35. Et c'est pas 70 non plus, parce que effectivement, je suis tombée sur un rapport du général Dagnan. Donc, il y en a un qui est aux archives de la Défense où c'est marqué 70 morts, et le même rapport, exactement le même, il n'y a que 35 morts. Donc, ni 35 ni 70, c'est le bon chiffre. Parce qu'il n'en avait rien à faire, le général Dagnan, il savait très bien combien il y avait eu de victimes, qu'il met 35 ou 70, pour lui, c'était pareil. De toute façon, il savait que c'était faux. Donc voilà, donc j'ai eu déjà là, je me suis dit, oh là là, il y a un problème, c'est pas, ça commence à sentir le roussi. Ils ont donc certainement camouflé le nombre de victimes. Et donc, je signale aussi que François Hollande, en 2012, a promis au Sénégal de remettre toutes les archives que la France possède lors d'un prochain voyage qu'il avait prévu pour le 70e anniversaire de Tiaroy. Il avait promis de remettre toutes les archives que possédait la France au Sénégal. Ce qui a fait un tollé général chez les archivistes, parce que les archives, elles ne sont pas transmissibles d'État à État. Donc, en fait, ils ont fait des copies. Et effectivement, il est revenu en 2014, comme il avait promis, et il a remis une clé USB avec toutes les archives consultables sur Tiaroy. Alors, il a eu les archives du procès, les archives qui sont au service historique de la Défense, et les archives, un certain nombre en tout cas, qui sont aux archives d'outre-mer à Aix-en-Provence. Mais je dis bien que c'est que les archives consultables. J'expliquerai pourquoi, parce que les vraies archives, elles ne sont pas consultables. Donc ça, c'était ma première découverte, quelque part, c'est sur le nombre de victimes. Et puis, il y a un autre document, et ça, je remercie beaucoup Jean-Yves Le Drian, parce qu'il ne savait pas que c'est lui qui allait m'aider à remettre encore une couche sur le mensonge d'État. Parce qu'en fait, voilà, je suis un des archivistes du service historique de la Défense, suite à l'interpellation de Jean-Yves Le Drian, m'a alerté, il m'a dit « J'ai trouvé une circulaire que vous recherchez ». Donc c'est une circulaire du 4 décembre 1944, soit 3 jours après le massacre. Enfin, moi j'appelle massacre, d'autres appellent ça événement, mutinerie.
Et dans cette circulaire, alors je vous donne juste un extrait, c'était une circulaire qui précisait quand est-ce que les soldes allaient être versés aux anciens prisonniers de guerre. Et je vois donc que c'est la petite note 2, qui est là, une note de bas de page sur cette circulaire, qui dit que, contrairement aux directives précédemment données à l'AOF, cette mesure a donc été appliquée au détachement parti de France le 5 novembre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était une circulaire du ministère de la Guerre. Donc officiellement, le 4 décembre, donc 3 jours après la tuerie, le ministère de la Guerre fait croire que ces hommes avaient perçu l'intégralité de leur solde de captivité avant d'embarquer sur le navire, le Circassia. Et donc, par cette circulaire, ils rendent effectivement leurs revendications illégitimes. Alors que la circulaire d'octobre 1944 dit bien, même si je ne l'ai pas retrouvée, mais je connais ce qu'il y avait dedans, la circulaire d'octobre disait que les hommes, les anciens prisonniers de guerre devaient percevoir un quart de leur solde avant de quitter la métropole et les 3/4 restants au moment de leur démobilisation, donc à la caserne de Thiaroye. Ce qui fait qu'effectivement, les revendications de ces ex-prisonniers de guerre étaient absolument légitimes. Ils ont revendiqué tout simplement de percevoir les 3/4 de solde, tel que le disait la réglementation. Et quand j'ai vu cette circulaire, je me suis dit, bon ben voilà quoi, ils veulent absolument faire croire que ces hommes n'avaient rien à réclamer puisqu'ils avaient été payés. Pour moi, c'est un mensonge d'État, puisque c'est une circulaire quand même du ministère de la Guerre qui fait croire ce genre de choses. Donc, quand j'ai pu étayer tout ça et montrer différentes choses, donc cette circulaire, le nombre de victimes et différentes choses aussi qui prouvaient qu'on était confronté à un mensonge d'État, c'est en 2014 que j'ai fait donc un devoir d'alerte. Donc j'ai écrit à Hollande, j'ai écrit à Jean-Yves Le Drian, j'ai écrit à Christiane Taubira. C'est comme des hommes ont été condamnés pour un crime qu'ils n'ont pas commis, la garde des Sceaux était tout à fait allait tout pouvoir pour aussi déclencher un procès en révision. Mais ça ne s'est pas passé comme je le pensais. Il faut que vous reteniez cette date-là sur la circulaire. Vous verrez que c'est très important. Il parle bien du détachement parti de France le 5 novembre. Vous allez voir plus tard pourquoi c'est très important. Ils ont été très loin, entre 44 et 45, ils ont été très loin pour faire, inventer toute une histoire, tout un récit. Alors je vous montre juste un exemple. Ça, c'est une archive que j'ai retrouvée à Aix-en-Provence, où c'est l'opération militaire de répression à Thiaroye, donc le 1er décembre. Donc là, on voit qu'il y a des automitrailleuses. Et donc ici, c'est là qu'ils ont, c'est ici qu'ils ont rassemblé les hommes, voilà. Et puis, vous voyez ici, il y a des pointillés. Et puis en dessous, vous voyez camp des 300. Et ici, vous voyez camp des 1000. Et moi, quand j'ai vu ça, camp des 300, camp des 1000, je n'ai pas fait attention. Mais en fait, c'était quelqu'un qui était venu chez moi et qui voulait me faire des images sur ma recherche. Et c'est le preneur de son qui me dit vous avez vu, c'est pas la même encre. Effectivement, camp des 300 et camp des 1000, ça a été rajouté après. C'est pas la même encre. Et donc, c'était pour faire toujours 1300 rapatriés. Il fallait vraiment, voilà, pour camoufler le plus possible par rapport au nombre de victimes. Et ce pointillé, vous allez voir, est très important parce que, en fait, ce pointillé correspond à l'endroit des fosses communes. Et ça a été rajouté aussi après. Donc voilà, moi j'ai fait donc un devoir d'alerte à partir de tout. J'ai fait une synthèse que j'ai envoyée parce que je savais que le président Hollande allait se rendre à nouveau à Thiaroye pour faire un discours au cimetière militaire. Et voilà, j'ai voulu l'alerter. Donc j'ai été reçue par le conseiller mémoire de Jean-Yves Le Drian, au ministère, un jeune énarque. Je me souviens encore de ses chaussures pointues, vernis noir. Mais il y avait des travaux, donc elles étaient pleines de poussière.
Donc il me reçoit et c'est là qu'il me dit, mais oui, nous savons que c'est un massacre. Et puis, et c'est lui qui me dit, de toute façon, les victimes ne sont pas dans les tombes. On sait que les victimes ne sont pas dans les tombes parce qu'on dit que il a toujours été dit qu'il y a un cimetière militaire à Tiaroy avec 200 tombes, 202 tombes anonymes. Et on dit toujours que les victimes, les 35 victimes, sont dans ces tombes anonymes. Et lui, donc, il m'annonce, alors que je ne lui avais rien dit du tout, je n'avais même pas parlé de ça dans ma synthèse, et il dit, et nous savons que les victimes ne sont pas dans les tombes. Bon. Et à ce moment-là, le ministère préparait justement le discours de François Hollande en 2014 et également une exposition avec 3 panneaux sur Tiaroy. C'était une exposition sur les tirailleurs sénégalais et 3 panneaux sur Tiaroy. Alors je ne les ai pas tous en photo, mais en fait, enfin, il devait aussi présenter des archives, des rapports des officiers dans cette exposition. Mais j'ai dit au conseiller mémoire, si vous présentez les archives, c'est les rapports des officiers, vous devez mentionner que ce sont des rapports mensongers écrits sur ordre. Parce qu'on le sait, vous le savez comme moi, donc vous faites ça. Du coup, ils n'ont absolument pas mis de rapport, rien du tout. Alors, ils ont construit 3 panneaux. Alors, je vous en montre un, parce que, voilà. Alors, il y avait 3 panneaux. Il y avait un, c'était les origines, les faits, et le dernier, c'est les conséquences tragiques. Alors, par exemple, les faits, ils vont même au-delà, dans la présentation des faits, ils vont au-delà des mensonges qu'on voit dans les rapports, parce qu'ils parlent du général Dagnan qui a été séquestré plusieurs heures. Alors que dans le rapport du général Dagnan, ou dans des rapports des officiers, on dit que sa voiture a été bloquée. Ça n'a rien à voir avec une séquestration de plusieurs... Voilà. Donc ils ont grossi les traits en 2014 pour surtout ne pas... voilà. Alors les conséquences tragiques, alors là c'est hallucinant parce que c'est comme si j'avais l'impression qu'en lisant ça, j'avais l'impression que le ministère répondait déjà à ma synthèse, puisqu'ils mettent que sur le nombre de victimes en tout cas, alors déjà ils font une erreur parce qu'ils disent en 1947 tous sont graciés par des condamnés, tous sont graciés par le président Vincent Auriol. C'est pas vrai, c'était une loi d'amnistie déjà. Et je sais pas, Vincent Auriol n'avait rien à voir là-dedans, enfin pas tout à fait. Et alors la plupart des historiens s'accordent sur le chiffre total de 70 victimes. Ben non, aucun historien n'a dit qu'il y avait 70 victimes. Et après ils mettent, mais le ratio entre blessés et tués ne fait pas consensus et la difficulté à identifier dans les archives les dossiers des personnels blessés, personnels en plus blessés, rend difficile toute nouvelle analyse scientifique. Ça veut dire quoi? C'est terminé. On ne saura jamais combien il y a de victimes. Donc là, quand j'ai vu ça, je dis oh ben ok, ça va pas être parti, ça va pas être simple, hein. Donc François Hollande a fait son discours devant les tombes avec le président Macky Sall. Alors je ne vais pas le chercher, je peux le retrouver, mais je le connais par cœur son discours. Je l'ai écouté avec beaucoup d'attention. Et j'avais un peu d'espoir que François Hollande aille un peu dans le sens de la vérité. Il l'a fait, au moins sur une chose, puisqu'il a reconnu que ces hommes n'avaient pas perçu leur dû. Donc il reconnaissait que ces hommes avaient été spoliés et qu'ils auraient dû recevoir leur solde de captivité et que leurs revendications étaient légitimes du coup. Donc ça, c'était quand même une avancée. Mais par contre, après, ça a été catastrophique. Parce qu'il a reconnu, comme le conseiller mémoire de Jean-Yves Le Drian, il a dit qu'ils se trouvent devant des tombes anonymes, mais que en fait, l'endroit de leur sépulture demeure mystérieux. J'ai dit, ah ouais, c'est quand même incroyable. C'est quand même c'est l'armée française qui les a tués. Et l'armée française ne saurait pas où est-ce où ils les ont enterrés. Il ne faut pas exagérer. Et il a dit aussi, alors là, il a réitéré vraiment non, il a inventé quelque chose. Enfin, c'est pas lui, c'est des gens, des technocrates du ministère qui ont écrit son discours. Et donc, il a dit que ces hommes s'étaient rassemblés d'eux-mêmes pour crier leur indignation le matin du 1er décembre 1944. Pas du tout. Ils ont été rassemblés sur ordre des officiers. Ils ont été encerclés par des tirailleurs sénégalais du service d'ordre avec des half-tracks et des automitrailleuses. Et c'est le 1er décembre matin que les automitrailleuses ont tiré dans le tas. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Donc là, j'ai compris voilà, que je me suis dit, le président Hollande, Jean-Yves Le Drian et Christiane Taubira aussi, avaient loupé un rendez-vous avec l'histoire, quoi.
En 2015, j'ai rencontré Christiane Taubira. Ah oui, parce que j'ai été reçue aussi par un conseiller de Christiane Taubira pour le procès en révision, puisque la garde des Sceaux avait tout le pouvoir pour déclencher le processus pour le procès en révision. Et j'étais reçue par un conseiller de Christiane Taubira. Je pensais quand même qu'ils allaient en parler à Christiane Taubira, parce que c'était pour moi une histoire importante. Et j'ai reçu la réponse du chef de cabinet de Christiane Taubira, me disant enfin, voilà, que la ministre ne fera rien du tout, la garde des Sceaux ne fera rien du tout, parce que la Cour suprême du Sénégal peut être compétente pour le procès en révision. Mais ça n'a aucun sens. C'est une justice française qui a condamné. Ce n'est certainement pas la Cour suprême du Sénégal qui peut diligenter un procès en révision. Et d'autant plus que ce n'est pas le Sénégal qui va faire réparation pour le Mali, pour le Burkina Faso, etc. Donc c'était une réponse nulle et non avenue. Alors, ça me permet de... Alors, il faut savoir qui est aux manœuvres dans ces ministères-là. Donc j'ai remarqué que c'était en 2014. En 2014, le secrétaire général du ministère de la Justice, c'est un monsieur, contrôleur général des armées, qui s'appelle Éric Lucas, qui est un Saint-Cyrien, comme les généraux qui avaient donc ordonné au moins le maintien de l'ordre et les officiers, certains officiers subalternes. Et donc, Éric Lucas, il se trouve qu'il était en 2010-2011 le directeur de la fameuse DPMA, c'est la Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives du ministère de la Défense. Et Éric Lucas, il y a eu une mission en 2010-2011 au Sénégal, parce que c'était la dissolution des forces françaises au Sénégal en 2010-2011. Et donc, ils ont diligenté une mission pour préparer cette dissolution. Et il a été question des archives de Thiaroye durant cette mission parce que les vraies archives, enfin les archives les plus sensibles, à savoir la liste des rapatriés, la liste des victimes, le calcul des soldes de captivité, la cartographie des fosses communes, etc., sont restées à Dakar auprès des forces françaises du Sénégal. Donc je pense jusqu'en 2010-2011. Et c'est pourquoi je pense que des gens comme Éric Lucas, qui est devenu après directeur de cabinet de la ministre Darieux Seck, des anciens combattants, qui est maintenant devenu le directeur de service des contrôleurs généraux des armées, donc c'est lui qui va chapeauter toutes les enquêtes qu'il y a au sein du ministère. Donc je suis mal barrée pour une enquête en interne, hein, surtout qu'il est je le vise particulièrement, ce monsieur Éric Lucas. Donc je pense que cette mission-là, avec un historien qui s'appelle Éric Duroux, qui est un copain de Pascal Blanchard, ils ont vu les archives. Et à mon avis, comme ils ne pouvaient pas laisser tous ces documents à Dakar, ils les ont fait revenir en France. Et je pense que ça doit être quelque part au ministère des Armées. Et voilà, donc moi, en tant qu'historienne, je travaille sur des archives, donc j'ai demandé au ministère de la Défense de me donner ces archives, que je puisse les consulter. Mon métier d'historienne, c'est de consulter les archives. Donc le ministère des Armées m'a répondu. Est-ce qu'ils m'ont répondu? Je ne sais même plus. Non, ils ne m'ont pas répondu en fait. Ils ne m'ont pas du tout répondu. Donc ce que j'ai fait, j'ai saisi la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, afin de demander à voir ces archives qui étaient restées à Dakar. Et la CADA a donné un avis favorable, puisque j'avais pu montrer que ces archives forcément existaient. Et le ministère n'a pas répondu à la CADA favorablement, donc ils ne sont pas obligés de suivre les recommandations de la CADA. Donc c'est là que j'ai commencé un parcours juridique, puisque j'ai saisi le tribunal administratif de Paris pour avoir ces archives. Et là, j'avais quelques éléments prouvant que ces documents existaient. Enfin voilà, c'était... Et au tribunal administratif, vous avez un rapporteur public qui donne la solution, envisage une solution juridique que les magistrats suivent ou ne suivent pas. Mais en général, les magistrats suivent le rapporteur public à 90%. Et là, c'était une femme, rapporteur public, qui m'a donné raison. Elle a dit, oui, on voit bien qu'il y a un faisceau d'indices qui montre que ces archives existent. Donc, elle demande aux magistrats
de faire injonction au ministère pour que je puisse consulter ces archives. J'étais très confiante. Eh bien non, les magistrats n'ont pas suivi. Donc ils ont rejeté ma requête, mais exceptionnellement, ils m'autorisaient à revenir auprès du TA, donc sans que je saisisse directement le Conseil d'État. Ils m'ont autorisé à ressaisir le tribunal administratif si j'avais des éléments nouveaux. Donc j'ai eu des éléments nouveaux, et des costauds, hein, pour prouver que ces archives existaient. Donc j'ai ressollicité le TA, et je suis repassée, et ce n'était pas la même rapporteur public, c'était un autre. Et là, le rapporteur public a demandé le rejet de ma requête. Et les magistrats, là, ont suivi le rapporteur public. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En plus, il y a un vice de procédure. Bon, je ne vais pas aller dans le détail. Mais du coup, j'ai saisi le Conseil d'État. C'est assez récent, ça prend du temps, hein, toutes ces procédures judiciaires. Donc, j'ai saisi le Conseil d'État. Et j'attends maintenant de savoir si le Conseil d'État va admettre mon pourvoi devant le Conseil d'État, puisque là, il y a un pourvoi sur 3 qui est admis au Conseil d'État. On verra. Donc là, je ne peux pas, je n'ai pas de scoop, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai amené assez de preuves pour que, que je puisse au moins, j'espère avec l'admission, et que le Conseil d'État oblige le ministère à me donner ces archives. Nous verrons. Mais, oui. Alors, de mémoire, le premier recours au TA, je l'ai fait, je crois, en 2016 ou 2017. Donc nous sommes, vous voyez, 2021, 2022, voilà. Bon. Donc je vous dis, il faut être patient, hein. Il faut être très patient. Alors je vais vous montrer aussi, voilà. Il se trouve que pour ma recherche, j'ai regardé tous les dossiers personnels des officiers qui étaient présents. Ça m'a pris 2 ans. Et dans un des dossiers, c'est notamment le lieutenant-colonel Lebert, qui possiblement, je ne sais pas, je n'ai pas la certitude, mais il se pourrait que ce lieutenant-colonel a outrepassé les ordres du général Dagnon. Parce qu'en fait, je sais qu'il a, la veille du massacre, il a reçu à son domicile un capitaine qui a commandé une batterie, et surtout le lieutenant de vaisseau Max Salmon, qui n'avait rien à voir avec l'armée de terre, mais il était considéré comme bon tireur, et c'est ce lieutenant de vaisseau qui a commandé les automitrailleuses. Donc il se peut, mais j'en ne sais rien, il se peut que ce lieutenant-colonel, avec ce lieutenant de vaisseau et ce capitaine, ont peut-être fait venir les automitrailleuses, et en tout cas je suis convaincue que c'est un massacre prémédité, parce que c'est la veille au soir qu'ils ont décidé de tirer, quoi qu'il arrive. Et que c'est pas jamais, comme ces hommes, ils n'avaient aucune arme, ils n'ont jamais pu tirer le 1er décembre, mais je pense que c'est la veille au soir qu'ils ont décidé de faire actionner les automitrailleuses. Il se trouve que ce lieutenant-colonel Lebert a été donc condamné, enfin il a été puni, et on sait que c'est pour les faits de Tiaroy parce qu'il a été amnistié comme les ex-prisonniers de guerre par la loi du 16 août 1947. Donc ça concerne Tiaroy, cette punition concerne Tiaroy. Et comme il a été amnistié, ils ont caviardé. Mais le problème c'est qu'ils ont trop caviardé, parce qu'une amnistie ne peut pas effacer le fait matériel pour lequel quelqu'un a été puni ou condamné. Parce que si vous avez par exemple un accident de voiture grave, etc., les journaux parlent de votre accident. Alors on peut enlever la punition, la condamnation, mais le fait matériel, lui, ne peut pas s'effacer. Donc moi je suis embêtée parce que le fait matériel pour lequel cet officier a été condamné, je ne peux pas y accéder. Alors j'ai le document, l'original il est à Vincennes, donc moi j'étais avec des fenêtres, j'ai essayé de regarder bon, j'ai vu le mot tuer, quand même, voilà. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'accède à la punition. Ok, tant pis, je ne la verrai pas, mais au moins le fait matériel. Donc j'ai demandé à nouveau au ministère de me donner, de désocculter ce document,
Et là, le ministère là, me répond, et ils me disent que ce document, il faut le considérer comme détruit, il n'existe pas. D'accord. Donc, je saisis la CADA, à nouveau. Et la CADA, je ne sais plus, a dit qu'il était incompétent. Elle ne pouvait pas répondre là-dessus. Donc, j'ai saisi le tribunal administratif, à nouveau. Et le tribunal administratif m'a donné tort. Il a dit, ce document n'existe plus. Et après, donc, il y a un fils de victime et un fils de condamné. Le fils de victime, donc le fils de Mbab Sangor, dont vous avez vu la photo, ils sont allés avec moi saisir le TA. Et on était directement, là, il fallait directement aller au Conseil d'État, après le rejet du TA. Et nous avons été au Conseil d'État. Et on a été admis. Notre dossier est admis et c'était du double contentieux, donc ils ont estimé que cette affaire était suffisamment importante. Et en fait, ils nous ont donné raison sur la partie juridique. Ils ont dit qu'effectivement, l'amnistie ne devait pas effacer le fait matériel. Mais ils nous ont opposé un obstacle matériel. C'est-à-dire qu'ils ont dit qu'il n'existait pas de réglementation obligeant une administration à désocculter un document qui aurait été caviardé à tort. Donc, c'est resté en l'état. On ne peut pas avoir ce qu'il y a en dessous. Mais le rapporteur public, parce qu'au Conseil d'État, ils épluchent bien, le rapporteur public, c'était assez fort. Parce qu'il a écrit dans ses conclusions que l'administration, certes, il n'y a pas de réglementation, mais il dit qu'une personne privée peut, avec son propre laboratoire, aller aux archives et faire la désoccultation à ses frais. Enfin, il ne dit pas tout à fait comme ça, mais moi j'ai interprété comme ça. Donc, j'ai réécrit au ministère en disant, mais il n'y a pas de souci, moi je vais venir. En plus, il y a des laboratoires ad hoc que j'ai sollicités. Ils m'ont dit, c'est du pipi de chat, là, moi, un appareil photo, une bonne lumière, on vous trouve ça tout de suite. Et en plus, ils ont dit, et puis on vous le fera gracieusement. Bon. Donc, j'ai réécrit à la ministre, là c'était même Parly à l'époque, toujours. Et donc, j'ai réécrit en disant, autorisez-moi je veux aller, moi, aux archives avec mon laboratoire. Elle ne m'a pas répondu, bien sûr. Donc, j'ai ressollicité la CADA, qui m'a dit qu'elle n'était pas compétente, qu'elle ne pouvait pas donner d'avis. Et donc, j'ai saisi le tribunal administratif, à nouveau. Et là, je me suis dit, ils vont rejeter ma requête par ordonnance, comme ils peuvent faire, sans débat, rien, ils rejettent et tout ça. Eh bien non, ils ont admis Et c'est en instruction. La clôture de l'instruction, c'est, je crois, le 5 octobre, et le ministère ne répond rien du tout. Il n'y a aucun mémoire en défense du ministère pour le moment. Donc, on verra. On verra. Mais bon, c'est... Ouais. Non, c'était... Alors ça, c'est... Mais après, il y a d'autres combats, je peux vous dire... Mais c'est une illustration juste de l'obstruction incroyable que met le ministère à nous empêcher de nous approcher de la vérité. Mais vous allez voir, ça va être pire encore après. Ça, c'est juste... Voilà. Alors, du coup, j'ai pas mes documents. Alors, oui, je vais aller... Maintenant, je vais vous parler des fosses communes et des tombes. Parce que c'est là où on va sans doute s'approcher le plus possible de la vérité. Alors, je vous ai montré donc voilà, je vous ai montré le petit pointillé. Il se trouve que en 2016, j'ai demandé à un ami qui est journaliste à la Croix d'interroger le dernier commandant des forces françaises au Sénégal, qui s'appelle le général Paulus, qui est devenu le directeur du service historique de la Défense et qui a été limogé par Jean-Yves Le Drian en 2013, au moment où j'interrogeais pour les archives. Ça se trouve, il n'y a rien à voir, il n'a pas été limogé à cause de moi, mais j'ai un petit doute quand même, je ne sais pas pourquoi. Enfin donc, mon copain journaliste interroge le général Paulus, et je lui ai dit, pose-lui des questions sur les tombes, etc., les fosses communes. Et là, comme c'est un journaliste de la Croix, il a lâché, il n'a pas fait gaffe. Et il a dit, mais on sait où sont les fosses communes. D'ailleurs, l'endroit est recouvert d'un dépôt d'ordures. Et donc, du coup, à Tiaroy,
du coup, j'ai questionné les gens de Tiaroy. J'ai dit, mais où est-ce qu'il y a un dépôt d'ordures? Où est-ce qu'il y a un dépôt d'ordures? Et en fait, il y avait un dépôt d'ordures ici, à cet endroit-là. Et je vais vous montrer l'endroit. Voilà. Ça correspond ici. Ça correspond à ce cercle. Enfin, le pointillé, c'est ce cercle. Et effectivement, pendant longtemps, il y a eu un dépôt d'ordures. Ça a été nettoyé par une association ici, il y a plein de voitures parce que il y a une association pour les jeunes, pour qu'ils apprennent à réparer les voitures. Et donc, moi j'ai été en 2018 à nouveau à Tiaroy. J'ai rencontré le président de l'association. Et donc il m'a dit, venez, parce que j'étais passée à la télévision au Sénégal, où j'ai dit que c'était un mensonge d'État, qu'il y avait des fausses communes, tout ça. Donc, et je passais c'était marrant parce qu'en fait, je suis passée après dans la presse écrite avec ma photo, tout ça. Puis il y avait le petit vendeur de journal qui dit, oh, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Oui, c'est moi, d'accord, ok. Bon. Donc le président avait confiance en moi parce que j'ai lâché le morceau. Et donc il m'a dit, venez voir, venez, je vais vous montrer quelque chose qui... Et donc voilà, il m'a dit, grattez le sol là. Donc je gratte le sol et je tombe sur des dalles de béton. Et elles sont exactement, voilà, c'est là où j'ai mis la croix. Il y a sans doute ici au moins 3 fosses communes qui ont été recouvertes d'une dalle de béton. C'est ce qu'on fait habituellement pour empêcher les familles d'aller chercher les corps. Donc il y a les fosses communes, donc elles sont là. Et puis il y a une autre fosse commune, une petite fosse commune au sein du cimetière militaire. Mais ça, c'est un archéologue sénégalais qui a fait un repérage géodésique. Et il a remarqué qu'il y avait un baobab qui avait poussé à côté des tombes. Et il a dit, là, il doit y avoir une fosse commune parce que le baobab est attiré par le calcaire. Et je pense que dans cette fosse commune, il y a peut-être 35 corps, les 35 corps officiels, avec les mortellement blessés et les blessés qui ont été achevés à l'hôpital principal de Dakar. Parce que je sais qu'ils ont été achevés, et c'est pour ça qu'on ne trouve aucune trace des blessés nulle part, il n'y a aucune archive sur les blessés, et c'est le fils d'un médecin qui était sur place à l'hôpital qui m'a contacté, il m'a dit, voilà, je pense que cette information que m'a donnée mon père va vous intéresser. Il était médecin en décembre 1944 à l'hôpital, et il a vu les militaires français venir achever les blessés. Donc, alors, maintenant, nous avons le problème des fosses communes. Alors, pour les fosses communes, donc voilà. On sait que Mbab Sangor, dont le fils c'est Biram Sangor, est donc dans une fosse commune. Et Biram Sangor, donc son fils, dès les années 70, avait écrit au gouvernement français pour demander des explications sur la mort de son père. Et c'est pour ça, les 5 dossiers que Jean-Yves Le Drian a fait retrouver, c'est parce que ce sont 5 familles qui ont demandé des explications à la France sur la mort de leur père. En général, et donc, ce qu'on fait maintenant avec Biram Sangor, c'est qu'il réclame l'exhumation du corps de son père avec recherche d'ADN. Et moi aussi, je le réclame en tant qu'historienne, parce que ça fait partie de mon travail. Alors c'est là où ça se corse, parce que il y a un député MoDem qui s'appelle Philippe Michel Kleisbauer qui a fait un rapport pour l'Assemblée nationale sur les tirailleurs sénégalais, et il a voulu aborder Tiaroy. Donc il m'a reçu avec Pascal Blanchard, décidément, et donc et là il y a un scoop dans ce rapport qui est gravé maintenant dans le marbre à l'Assemblée nationale. Il m'en a même pas parlé quand je l'ai vu. Il annonce qu'il y a 3 fosses communes sous les tombes du cimetière militaire de Tiaroy. Alors je vais vous montrer comment se présente le cimetière, parce que voilà, il est comme ça, le cimetière militaire de Tiaroy. Donc c'est que des tombes anonymes, il y en a 202. Et là, tout d'un coup, dans un rapport officiel d'un député à l'Assemblée nationale, on dit qu'il y a 3 fosses communes sous les tombes. Et cette information vient de cette fameuse DPMA. Éric Lucas, etc. Et donc, là, je dis, mais
comment on aurait pu mettre 3 fosses communes sous des tombes? Pourquoi ils racontent ça? Donc en fait, comme c'était complètement ubuesque, et d'ailleurs le baobab il est là, donc la fosse commune elle doit être plutôt par là, la fosse commune devrait être par là. Et donc, et la DPMA est obligée de faire marche arrière, rétropédalage, parce que c'était comment ubuesque d'avoir pensé mettre des fosses communes sous des tombes, alors qu'on ne sait même pas quand est-ce que les tombes ont été érigées dans ce cimetière. Mais ils étaient bien embêtés, parce qu'en fait, comme ils savent qu'on est plusieurs à réclamer l'exhumation des corps et la fouille des fosses communes, il fallait bien que le gouvernement trouve une solution pour empêcher l'exhumation des corps et la fouille de ces tombes. Et donc, il y a, à l'occasion d'une question d'un député au gouvernement sur la mémoire des soldats africains, bing, ils répondent et le gouvernement parle de Tiaroy. Et ils disent maintenant, toujours la DPMA, que les victimes sont enterrées dans les tombes avec des soldats inconnus de la Seconde Guerre mondiale. Des soldats inconnus de la Seconde Guerre mondiale. Mais même s'il y avait eu des soldats inconnus de la Seconde Guerre mondiale, François Hollande aurait pu mettre un mot pour les soldats inconnus. En fait, ils ont inventé encore quelque chose pour éviter l'exhumation des corps. Parce que s'il y a des soldats inconnus, on ne va pas toucher les tombes. Ça ne se fait pas, quoi. Donc, moi, ce que j'ai fait, eh bien, j'ai écrit à la ministre, Mme Darrieussecq, pour avoir les archives du transfert de corps de ces soldats inconnus, parce que il y a eu un transfert de corps pour qu'il y ait des soldats inconnus. Évidemment, elle ne m'a pas répondu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai saisi la CADA. J'attends l'avis de la CADA. Et je vous assure que je saisirai le tribunal administratif par la suite. C'est évident. Mais, il y a eu un scoop après. Parce que ça, c'est en janvier que la question du janvier 2021, c'est tout récent, qu'ils ont sorti ces fameuses victimes dans les tombes avec des soldats inconnus. Mais le 2 février, Jean-Yves Le Drian m'écrit. Parce que je continue à l'écrire, je donnais des nouvelles quand même régulièrement. Il m'écrit le 2 février et il me dit oui, il y a 3 fosses communes, effectivement. Donc il dit exactement l'inverse de la DPMA. Mais il dit dans sa lettre qu'il appartient aux historiens de repérer l'endroit. Mais je lui ai répondu, je lui ai dit, mais je sais où elles sont, moi, les fosses communes. Bon, moi, je ne peux pas aller avec un tractopelle, hein. Ça, c'est pas possible. Donc, on a, tout récemment, là, j'ai proposé à Biram Sangor de faire ce qu'on appelle un référé expertise ou un référé instruction auprès du tribunal administratif de Paris, c'est-à-dire de demander de faire une enquête sur qui est responsable de ces mensonges réitérés et de diligenter une équipe d'archéologues ou une ONG spécialiste pour faire les fouilles des tombes et des fosses communes. Ça vient juste d'être déposé. L'État sénégalais ne peut pas imposer directement. Ah oui, l'État sénégalais a tout pouvoir. Enfin, parce que le cimetière, il est redevenu sous gestion française. Il a été français, sénégalais, maintenant il est redevenu français. Donc pour cette fosse commune, c'est la France qui pourrait faire quelque chose. Mais pour les fosses communes qui sont effectivement, c'est un terrain qui est complètement sénégalais. Donc c'est au président Macky Sall, il a tout pouvoir pour demander l'exhumation des corps, enfin faire des fouilles. Mais il ne fera rien du tout. Ou alors, il attend que Macron lui dise « Vas-y mon coco, fais-le hein ». Donc nous, on demande que la France et le Sénégal s'associent pour faire l'exhumation des corps, enfin pour faire les fouilles. Bon, j'ai beaucoup d'espoir. Alors, il faut savoir que Biram Sangor aussi a saisi la justice, lui, pour récupérer les sommes que son père n'a pas perçues, donc les soldes de captivité et la prime de démobilisation, parce qu'ils n'ont même pas eu leur prime de démobilisation. Et donc, il a été rejeté. C'était le TA de Paris a été, mais alors vraiment, ils ont dit qu'il y avait prescription. C'était trop tard. Mais nous, on dit que c'est pas trop tard. Pourquoi? Parce que, ah oui, il faut que je vous montre quelque chose. Où est-ce qu'il est? Hop, mais j'arrive pas à trouver le. Ah, mais j'ai pas le PDF. Mince, je ne peux pas accéder au PDF. Parce qu'en fait, son père a été considéré comme déserteur. Sur sa fiche signalétique, on lui dit qu'il est déserteur. Donc, Mbab Sangor, que vous avez vu en photo, on dit qu'il est déserteur. C'est marqué qu'il est déserteur, il a déserté. Et donc, il a fait une action en justice, Biram Sangor, pour enlever ce qualificatif de déserteur. Et le ministère ne répondait pas du tout, donc il a saisi le tribunal administratif, lui aussi. Et là, du coup, le ministère a, par Éric Lucas, qui était directeur de cabinet de Darrieussecq, il a donné l'ordre
au directeur du service historique de la Défense de railler déserteur. Donc ça a été, son père n'est plus considéré comme déserteur. Et après, donc, Biram Sangor a refait une action en justice pour demander des dommages et intérêts. Parce qu'on reconnaît que son père a été assassiné par l'armée française. Et donc, il a gagné au tribunal administratif. Il demandait 50 000 euros. Il a obtenu 5 000 euros. Mais pas uniquement pas parce que son père a été assassiné par l'armée française. Il a obtenu 5 000 euros parce que c'est quand même dommageable que son père ait été reconnu comme déserteur alors qu'il ne l'était pas. C'est tout. Il aurait pu faire appel, mais en fait, il n'a pas fait appel. Il est content d'avoir 5 000 euros, Biram Sangor. Il a 82 ans. Il dit, oh là là, non, c'est bon, je prends. Hein. Et donc, enfin, voilà, c'est... et on attend, là, pour Biram Sangor. Donc, on a fait appel pour, par contre, les soldes de captivité que son père n'a pas perçus. Il a fait appel et l'audience est le 5 octobre. Et là, il était obligé de prendre un avocat parce que c'était une demande financière. Et donc, on a un avocat, mais qui n'est pas du tout spécialiste, gracieusement, il ne se fait pas payer. Il n'est pas vraiment spécialiste de la justice administrative, alors quelquefois, c'est « Oh là, c'est bon, qu'est-ce qu'il fait ?» Mais voilà, donc je vais peut-être en finir là. Donc, c'est tout un dédale judiciaire. Je crois qu'on embête un peu aussi les magistrats, mais bon, il faut aussi. Et pour finir, je dirais que je crois aussi au soutien de l'art, quel qu'il soit. Donc on a ici, c'est un chorégraphe, Alioune Diagne, qui a fait une chorégraphie, une performance. Et je lui avais raconté que c'était le Baobab où il y avait les fosses communes. Et donc il a fait toute une chorégraphie avec, voilà, on le voit là. Mais il y a lui, il y a aussi Stomy Bugsy qui a fait une pièce de théâtre où il parle de Tiaroy. Il y a une dramaturge d'origine roumaine qui a fait Point de non-retour Tiaroy. Et puis il y aura. Et je crois qu'on finira par y arriver, quoi. Voilà.